C'est avec cette pensée que Rafael Nadal aborde la finale de Wimbledon 2008, considéré par beaucoup comme le plus grand match de l'histoire du tennis. Roger Federer est quintuple tenant du titre. Depuis 2003, il est le maître des lieux. Et aussi et surtout, il a dominé Rafa lors des 2 dernières finales. La première fut sans appel, même si le taureau avait réussi à gratter la 3e manche au tie-break, l'écart de niveau était beaucoup trop important entre les deux joueurs. Le Suisse se permettant même d'ouvrir les hostilités avec un bagel bien garni. Score final 6-0, 7-6, 6-7, 6-3. La deuxième fut nettement plus relevée, Nadal réussissant même l'exploit de pousser Federer dans un 5e set. Finalement remporté 6-2 par le Suisse. Le Dauphin se rapprochait dangereusement, et cette finale a servi de fondation pour celle qui nous intéresse aujourd'hui. Même si elle a été extrêmement dure à digérer à chaud pour le Mallorquin. Le 8 juin 2008, soit moins d'1 mois avant la finale de Wimbledon, Roger Federer et Rafael Nadal se retrouvaient sur le court Philippe Chatrier en finale de Roland-Garros pour la 3e année consécutive. Lors de la saison sur Terre, les 2 premiers mondiaux s'étaient rencontrés à 2 reprises. À Monte-Carlo, Rafa avait gagné 7-5, 7-5, et il y avait eu un match très accroché en 3-7 à Hambourg, finalement remporté par l'Espagnol. Mais à Paris, les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. Le Suisse s'est fait littéralement marcher dessus, rouler dessus par le taureau. 6-1, 6-3, 6-0 en 1h48 de jeu. Rafa remporte Roland-Garros pour la 4e année consécutive, et qui plus est en ne laissant pas le moindre set. Roger est KO debout. Il déclara même après coup: Quelques jours après cette débâcle, Federer débute l'édition 2008 de Wimbledon avec un seul objectif en tête, devenir le premier joueur de l'Air Open à remporter le même grand chelem pour la 6e fois consécutive. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son parcours s'est révélé être une douce balade de santé. Aucun set perdu, des victoires limpides, un Roger en mode patron à la maison. Premier tour, 6-3, 6-2, 6-2 contre Dominique Arbati. Et d'ailleurs, pour la petite info, ça c'est à ressortir dans un dîner ou en rencontre par équipe comme tu veux, Dominique Arbati est le seul joueur à avoir un bilan positif ou nul contre les 4 membres du Big Four. Bilan positif contre Federer, Nadal et Murray, et bilan nul contre Novak Djokovic. Deuxième tour, victoire 6-3, 6-4, 7-6 contre Soderling. Troisième tour, victoire 6-3, 6-3, 6-1 contre ce bon vieux Marco Gikel. Huitième de finale, victoire 7-6, 6-2, 6-4 contre Lleyton Hewitt. Quart de finale, victoire 6-1, 7-5, 6-4 contre Mario Ancic. Et demi-finale, victoire 6-3, 7-6, 6-4 contre Marat Safin. Quant à Rafa, il se pointait à Londres le plein de confiance et avec la certitude qu'il pouvait aller au bout et enfin décrocher le Graal. Lors de ses 6 premiers matchs, il n'a laissé qu'un set en route. Plutôt tranquillou le taureau. Premier tour, victoire 6-4, 6-4, 7-6 contre Carol Beck. Deuxième tour, victoire 7-5, 2-6, 7-6, 6-3 contre Ernest Gulbis. Troisième tour, victoire 7-6, 6-2, 6-3 contre Nicolas Kiefer. Huitième de finale, victoire 6-3, 6-3, 6-1 contre Mihail Yuzny. Quart de finale, la déculottée contre l'enfant du pays Andy Murray, victoire 6-3, 6-2, 6-4. Et demi-finale, victoire 6-1, 7-6, 6-4 contre Rainer Schuttler. Ce match de tennis, vous l'avez tous certainement vu, soit en entier, soit certaines parties. Pour les grands enfants nés dans les années 90, c'est LE match de référence, celui qui a fait chavirer les cœurs, celui qui a fait crier de joie certains, celui qui a fait pleurer de tristesse les autres. Ce genre de match qu'on n'oublie jamais, tu te souviens très bien où tu étais, ce que tu faisais, quelles étaient tes réactions à l'époque. Bon, même si tu trouves que je vais beaucoup trop loin, tu vas quand même kiffer te remémorer ces quelques heures. Les heures les plus longues, les plus intenses. Le premier point d'un match est important, il permet de faire redescendre la tension qui s'est accumulée et accumulée lors des longues minutes précédant le match. Rafa le sait et ce premier point a été déterminant pour lui. Effectivement, l'intensité du premier point avait été particulièrement élevée. Pas de round d'observation. Le décor était planté. Les mots que Tony lui avait communiqués après leur premier duel à Miami en 2004 résonnaient encore dans sa tête.
Le premier set de cette rencontre a globalement été dominé par Nadal et c'est logiquement qu'il s'est imposé 6-4. Un break très tôt réalisé à un partout et des jeux de service rondement menés. En revanche, le deuxième set avait très bien commencé pour le Suisse, qui breaka en premier, pour très vite se détacher et mener 4-1. Mais à partir de ce moment-là, il s'est écroulé et a perdu 5 jeux consécutifs en gaspillant énormément d'occasions de break. Et Rafa menait 2 manches à rien, 6-4, 6-4. Il y a une phrase prononcée par Federer, quand il reparle de ce match, qui me semble très intéressante. Après avoir évoqué l'humiliation qu'il venait de subir à Roland-Garros, cette phrase est juste incroyable. Federer, qui est quand même maître des lieux depuis 5 ans, qui n'a pas perdu ici depuis 2002, te dit qu'il perd les 2 premiers sets de la finale parce qu'il a trop de respect pour son adversaire. C'est juste là qu'on se rend compte de l'impact phénoménal qu'a eu cette finale de Roland-Garros et à quel point Nadal peut être traumatisant sur terre battue. Il peut briser n'importe qui sur cette surface et c'est aussi pour ça que c'est le meilleur joueur de l'histoire sur ocre. Et encore, il faut se dire qu'à l'époque, il n'avait remporté que 4 Roland-Garros. Aujourd'hui, il en a 8 de plus dans la besace, le bonhomme. Il fallait absolument rebondir pour le Suisse, remonter ce déficit de 2-7 et croire en cette improbable remontada. Ce troisième acte a été marqué par la première interruption due à la pluie alors que le Suisse menait 5 jeux à 4. Qu'importe, les serveurs ont été les plus forts dans cette manche et le premier tie-break allait être disputé. Un tie-break remporté par Federer. Sous pression, dos au mur alors qu'il n'avait pas d'autre choix, le numéro 1 mondial est sorti de sa boîte pour revenir à 2 manches à 1. Et le taureau commençait à sentir son souffle sur sa nuque. Maintenant place au 4e set, au bijou de cette finale. Et Rafa l'admet. Un scénario identique à celui de la 3e manche. Des serveurs plus forts que les retourneurs et un nouveau jeu décisif allait être disputé. Et quel jeu décisif, certainement le plus fou et le plus incroyable jamais disputé. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de vivre ce quart d'heure d'histoire, je les invite vivement à le faire. Frisson garanti. Rafa prenait le meilleur départ pour mener 5-2 avec 2 services à suivre. Une avance quasiment décisive. Et Nadal a ensuite enchaîné avec un mauvais point. Voilà le Suisse revenu à 5-4. Quelques minutes plus tard, ce tie-break, déjà irrespirable, a atteint une autre dimension. Une dimension encore jamais visitée dans l'histoire de ce sport. On est à 7-7. Federer est au service. Nadal vient de réaliser le passing du tournoi pour s'offrir une nouvelle balle de match. Oui, la nouvelle parce que Nadal avait eu une première balle de match, sauvée par un service chirurgical de Roger Federer. Et là, vous croyez avoir tout vu? Attendez ce point. Pourtant, tactiquement, Rafa pouvait difficilement faire mieux que sur ce point. Les 2 plus beaux passings du tournoi coup sur coup. L'un pour s'offrir une balle de match, celui d'après pour en sauver une. Quelques secondes plus tard, Roger Federer a remporté le tie-break. 10 points à 8. 2 manches partout. L'ultime acte pouvait démarrer. La tension commençait à vraiment croître. Une fois de plus, les serveurs dominaient le moment. Et à 2-2, la nature frappait de nouveau, laissant la pluie faire son œuvre et renvoyer les 2 hommes au vestiaire. Une seconde interruption rajoutant encore plus à l'intensité dramatique de ce match. Il faut savoir que dans ces moments-là, les 2 joueurs patientent au sein du même vestiaire. Un tout petit vestiaire. Et Rafa a confié à propos de cette seconde interruption: Alors retour sur le terrain, les 2 gladiateurs ont continué à se rendre coup pour coup, jusqu'à cette balle de break pour Federer à 4-3 pour lui. 30-40 sur le service de Rafa. Et là, c'est une leçon de tennis pour les compétiteurs qui me suivent. Rafa a modifié son plan de jeu pour servir plein coup droit du Suisse, puis a envoyé un coup droit d'attaque plein coup droit de Federer, qui lui a ensuite permis de claquer un smash facile dans les tribunes. Encore une occasion manquée par le Suisse. Le combat allait se poursuivre un peu plus longtemps. 6 partout, il faut 2 jeux d'écart. Et l'obscurité gagne le court central à toute allure. Il faut continuer, et Rafa cogite à ce moment-là.
Ça ressemble quand même à une petite punchline, ça, Rafa. Puis 7-6 Federer. Après le match, Pascal Maria, arbitre de la rencontre, a avoué qu'il avait été décidé à ce moment-là, lors du changement de côté à 7-6 pour Federer, en accord avec le superviseur du tournoi, que si le match se poursuivait jusqu'à 8 partout, il fallait l'interrompre à cause de l'obscurité, et que la finale allait être du coup poursuivie le lendemain, le lundi. Rappelons qu'à l'époque, le court central n'était pas encore équipé d'un toit. Mais là, coup de théâtre. À 7-7, Rafa break Roger. Et le taureau ne laissa pas s'échapper l'occasion. Malgré une nouvelle balle de match manquée, il finit par s'imposer sur une énième faute en coup droit du Suisse. Nadal n'en croit pas ses yeux, il l'a fait. Il a battu Roger Federer à Wimbledon. Il a réalisé l'un des plus grands exploits de sa carrière. C'est avec ces mots que Roger Federer a entamé sa conférence de presse post-match. Sa plus dure défaite. Encore plus dure qu'à Roland-Garros quelques jours auparavant. Quand un journaliste lui pose la question, sa réponse est pour le moins explicite. Le sentiment de frustration parcourant le Suisse peut être illustré notamment par une stat. 1 sur 13, soit 7,7%. Roger Federer a converti une seule de ses 13 balles de break obtenues lors de la finale. Un ratio famélique. À titre de comparaison, Nadal en a converti 4 sur les 11 obtenus. Ce problème d'efficacité sur les balles de break s'est révélé être un mal assez récurrent quand même dans la carrière du Suisse. Bon, ça l'a pas empêché de gagner 20 majeurs, vous me direz. Mais surtout ce jour-là, ça lui a coûté la victoire, très clairement. Pour Nadal, cette victoire signifiait qu'il allait enfin pouvoir s'acheter la voiture de ses rêves. En effet, il le dit dans sa biographie, il avait, depuis qu'il commençait à gagner des tours de Grand Chelem, à gagner de l'argent, il avait toujours rêvé de s'acheter une voiture de luxe particulière. Je sais même pas quelle est la marque, je crois que c'est Porsche. Et sauf que dans sa famille et dans son village, c'est pas très bien vu d'acheter une voiture un peu bling bling, m'as-tu vu, etc. Donc du coup, il n'avait jamais pu se l'acheter, jusqu'à ce qu'un jour, en se baladant et en allant devant la vitrine de ce magasin, son père lui a dit « Ok, tu pourras t'acheter ta voiture de luxe, la voiture de tes rêves, quand tu gagneras Wimbledon. » C'était, je crois, quelques jours, c'était à Paris, il se baladait à Paris quelques jours avant Roland-Garros en 2008. Rafa a demandé si c'était pas possible qu'il puisse s'acheter cette voiture s'il gagnait Roland pour la 4e fois. Son père a dit non, trop facile, il faut que tu gagnes Wimbledon et tu pourras t'acheter la voiture de tes rêves. Rafa a pu avoir la voiture de ses rêves. Pour Björn Borg et John McEnroe, qui se sont pourtant livrés des batailles épiques tout au long de leur carrière, ce match est le plus grand de l'histoire, le match le plus fou de l'histoire. Et beaucoup d'observateurs dans le monde du tennis partagent cette analyse. Moi aussi, personnellement, je trouve que tous les ingrédients étaient réunis. Après, en termes de pur niveau de jeu, t'en as qui émettent des réserves, notamment Patrick Mouratoglou, qui, lui, considère que certains duels entre Rafa et Djokovic ont été d'un niveau tennistique plus élevé que celui de la finale de Wimbledon en 2008. Et de manière très concrète, cette victoire était synonyme de passage de flambeau. Nadal allait récupérer la place de numéro 1 mondial et le trône occupé par Federer depuis tant d'années. Éventualité évoquée par un journaliste face à Federer lors de la conférence de presse, le Suisse l'a balayé d'un revers de manche. Bon, pour les JO, malheureusement, à Pékin, il est tombé sur un James Blake en fusion en quart de finale. C'est finalement Nadal, quelques jours plus tard, qui a croqué la breloque dorée et qui en a profité pour s'emparer du trône mondial occupé par Federer depuis 237 semaines. Record encore inégalé. Du 2 février 2004 au 18 août 2008, plus de 4 ans et demi. Une éternité, c'est dire l'exploit retentissant réalisé par Nadal. Roger avait remis les pendules à l'heure en remportant l'US Open pour la 5e année consécutive, contre Andy Murray en finale. Donc non, l'histoire ne s'est pas arrêtée suite à cette finale de Wimbledon 2008, mais l'histoire ne l'oubliera jamais.